Vous écoutez Un long chemin, Ousmane, l'enfant du Darfour. Première partie. Et jusqu'en 2012, le gouvernement a organisé un très grand mouvement pour détruire le Darfour. C'est catastrophique. C'est les gens, les enfants et les femmes qui sont morts par le produit chimique et il n'y a personne qui ne dit rien. La pièce qui vous êtes là, ça fait à peu près la longueur à peu près 20 mètres sur 100 mètres à peu près. Un seul porte et une seule fenêtre. Et là, il n'y a pas de lumière. 50 personnes, on était là. Le trafic des humains, il disait, si vous voulez qu'on libère ces personnes-là, il faut payer 500 dollars. Je me suis dit, je viens de sortir dans un pays que j'ai vécu de guerre depuis l'enfance, la misère. Et là, je me suis dit, je suis venu ici avec un grand espoir de vivre dans un paix. Et mais là, je le vois, c'est pire que de chez moi. Bonjour, je m'appelle Ousmane. Ousmane, c'est un nom du prophète et c'est mon grand-père qui m'a donné son prénom. Je viens du Soudan ça fait presque 6 à 9 ans que je suis là ici en France. Je suis là depuis 2016. Je suis né au Soudan, aux régions de Darfour, ce qui est ouest du Soudan. Le Darfour, c'est une région qui existe le plus grand ethnie, ça s'appelle Fort. Le mot Darfour, ça vient c'est-à-dire la maison de Fort. Le Fort, c'est une ethnie qui vit au Darfour. Et donc, je fais partie de cette ethnie. Je suis né au Darfour, dans un petit village, il s'appelle Abrom-Meniou. C'est un petit village, on peut dire campagne. Je suis né là-bas et j'ai vécu mon enfance. Je viens d'une petite famille, c'est pas très très grand, mais c'est pas trop petit quand même. J'ai un frère et une sœur. Ma maman, elle est décédée à la période de guerre au Soudan. Et mon père aussi, il est décédé avant de ma maman. À l'âge de 10 ans, ni le père, ni la mère. Donc, je suis grandi chez ma grand-mère. C'est une histoire d'enfance. Et je me souviens qu'on est en train de jouer le jeu de l'enfance, c'est-à-dire, par exemple, le jeu de football. C'est un jeu de football qu'on fabriquait de chaussettes. On le met à l'intérieur, le torchon. Et après, on le coudre avec des choses traditionnelles. Et on le met sur le terrain et on le joue. Et du coup, parfois on joue, parfois on part dans une montagne, on fait de l'escalade. En fait, au Darfour, il y a des montagnes et il y a des cascades. Et dans ce endroit, il y a des lacs. Les enfants qui passent leur temps de jouer ou de faire la natation. Et c'est là qu'on passe le plupart du temps pour passer tranquillement le temps. Le moment que j'ai besoin, le moment que je me sens tout seul, c'était ma mère elle était là tout le temps. Et elle me soutient de tout le temps, du moment facile comme le difficile. C'est elle qui m'a encouragé de vivre un peu plus des choses positives, très très positives. Halima, s'appelle Halima. À l'époque, je n'avais pas de frères et de sœurs. Le frère et le sœur, je l'ai vécu après, quand le gouvernement soudanais il a assassiné mon père. Ma mère, elle est obligée de se marier avec quelqu'un d'autre. Au Soudan, les petites villes et la plupart de campagnes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a rien. Donc, la plupart des Soudanais, on vit dans une agriculture. Notre principale économique, c'est
faire l'agriculture de certaines saisons. Après, on attend la saison suivante. Mon grand-père, lui, il est le plus riche dans une campagne. Lui, il faisait un commerce entre l'Égypte et le Soudan. Et il prend sa chameau, il part en Égypte pendant des mois pour chercher des choses pour faire le commerce, pour amener des produits au Soudan. Et il vient pendant des mois pour faire du commerce ici. Et quand il part du Soudan jusqu'en Égypte, il prend des produits. Et quand il revient, il prend des produits. Donc c'est un échange commercial, quoi. En Soudan, on a plusieurs langues. On a 590 ethnies au Soudan. Et chaque ethnie a son propre langue. Nous, au Darfour, on a à peu près 90 ethnies au Darfour, dans la région que je vis. Et nous, personnellement, on a une langue qui s'appelle Fore, c'est-à-dire qui vient de l'ethnie Fore. Nous, on parle de notre langue, notre propre langue. Je parle mon langue Fore. Et après, j'ai appris la langue arabe, parce que j'ai appris la langue arabe après 10 ans après. 10 ans après, parce que cet endroit où je vis, tout le monde il parle la langue Fore. C'est très peu de gens qui parlent arabe. Au Darfour, la guerre, ça a commencé des années 80. Depuis la colonisation anglaise, le Soudan est colonisé par les Anglais. C'était en des années 1899 jusqu'à 1956. Donc, après la colonisation, le Soudan il a vécu une guerre civile et le coup d'État après coup d'État. Le Soudan il a vécu 7 coups d'État et on peut dire 17 tentatives de coup d'État. À chaque coup d'État, c'est le parti politique qui organise le coup d'État et après il reste derrière le rideau. Donc, la conséquence, c'est qu'on vit aujourd'hui la guerre et le conflit. En fait, ça a commencé des années 83. Le président du Soudan, il s'appelle Jaafar al-Nimeri. Lui, il a islamisé le Soudan. Alors, le Soudan, c'est un pays qui a énormément de culture. C'est-à-dire, si vous vivez dans un pays qui a 590 ethnies et vous voulez, avec différentes religions et différentes cultures, et vous voulez avoir une seule identité, donc ça ne va pas se faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le président Jaafar al-Nimeri, il voulait islamiser la constitution soudanaise en islam, c'est-à-dire il n'y aura aucune religion que de l'islam, il n'y a aucune langue que de l'arabe. Vous parlez arabe, vous restez vivant. Si vous ne parlez pas arabe ou vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas vivre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un conflit, vraiment un conflit entre le sud du Soudan et le Soudan du Nord. Et ça a commencé à partir de là, ça a commencé la guerre au Darfour lui-même. Ça a commencé des années 80. Des années 80, vraiment des années 89, l'extrême islamique, c'est une partie politique qui fait un coup d'État. C'est un régime qui s'appelle aujourd'hui Omar al-Bashir. Et c'est lui qui organisait un mouvement, ça s'appelle milice, pour détruire le Darfour, pour détruire l'identité du Darfour et renommer un autre nom, pays d'arabe ou pays, je ne sais pas, n'importe quel nom, mais de toute façon, il ne s'appellera pas Darfour. Parce qu'il voulait déjà avoir une seule identité de le pays, c'est l'identité arabe. Après, il y a beaucoup de raisons pour détruire le pays, surtout la région de Darfour, surtout que je ne connaissais même pas, mais il y a plusieurs régions. Depuis 1989, le conflit a commencé parce que le gouvernement donne les armes pour certaines ethnies pour tuer
les Darfouriens, les gens qui vivent au Darfour. Et jusqu'en 2002, le gouvernement il a organisé un très grand mouvement pour détruire le Darfour. C'est-à-dire, il donnait les armes, les chars, tous les moyens, même les hélicoptères pour bombarder avec des produits chimiques. C'est catastrophique. C'est les gens, les enfants et les femmes qui sont morts par le produit chimique et il n'y a personne qui nous dit rien. Afrique, dans la province soudanaise du Darfour, se déroule un désastre humanitaire dans un certain silence que veut dénoncer ce week-end la communauté internationale. Plusieurs manifestations sont prévues en Europe et aux États-Unis. 300 000 morts en 3 ans, 2,5 millions de déplacés. Il est urgent d'agir. Donc, en 2012, il y a eu une guerre complète. Ils ont venu, ils ont assassiné beaucoup de monde. Ils ont tué les enfants, ils ont violé les femmes, ils ont tué les hommes. Et nous, j'étais enfant, il y avait 10 ans à peu près. À ce moment-là, mon père il est décédé. C'est le gouvernement qui l'a assassiné. C'est-à-dire que mon père, il est un chef de village. Le gouvernement, il est venu, il a demandé des choses. Et je ne sais pas ce qu'il a demandé exactement, mais mon père, il a refusé. Donc, il a refusé. 12 jours après, ils ont assassiné. Et le lendemain, on a trouvé mort. C'est quelqu'un qui est tué par le couteau. Ça continue d'assassiner et ils ont brûlé tous les villages de Darfour. Et tous les villages de Darfour, ils ont déplacé pour rejoindre dans les grandes villes. Et le Darfour, il y a des grandes villes comme Niala, comme Al-Fashir, comme Jenena. C'est des villes qui sont assez grandes. La ville de Niala, c'est une ville qui est équivalente à la ville de Tours. Quand ils ont brûlé tout le village, ils ont brûlé toutes les agricultures qu'on a récoltées et ils ont pris tous les animaux qu'on a élevés. On n'avait plus rien. Donc, on était obligé de venir dans une grande ville. On est venu, c'est ma mère qui m'a amené au Niala. Niala, c'est une ville qui est au Darfour. Très difficile de déplacer d'endroit pour aller dans un autre endroit. Déjà, on vit dans un petit village où on ne parlait pas la langue arabe. Ce n'est pas tout le monde qui parle arabe. Et là, quand on a déménagé, on n'a pas de maison déjà. Quand vous arrivez, vous connaissez personne et vous ne parlez pas l'arabe correctement. Les ethnies arabes qui vivent dans une ville, quand ils vous voient, en fait, c'est mal vu. Donc, on n'avait pas de maison, on n'avait rien et on ne connaissait pas la langue, il n'y a personne qui nous aidait. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des organismes européens qui sont venus parce qu'ils ont vu, en fait, il y a tellement de morts, des enfants et les femmes qui sont violées et les hommes qui sont tous morts. Il ne restait que 60% des citoyens de Darfour. Ils sont tués énormément de monde. Les organismes, par exemple, comme vous aviez un organisme qui s'appelle Ateba Bela Houdoud en arabe, c'est-à-dire les Médecins sans frontières. Et certains organismes s'appellent UNICEF. Il y a beaucoup d'organismes qui sont venus pour aider les gens qui sont réfugiés, qui sont déplacés de l'endroit à l'autre. Ils ont fait une tente. Ils ont fait des tentes un peu partout au Darfour. Et nous, pour nous, il nous a fait un tente à côté de Niala. Ça s'appelle un camp, ça s'appelle Kalmakam. Donc, qu'est-ce qui se passait dans ce Kalmakam? Il y avait énormément d'espace et les organismes européens, ils sont venus, ils nous ont donné de nourriture. Et c'est là qu'on nous on a installé. Et c'était 2003, exactement. Après, en 2003, les organismes, ils nous ont dit il faut mettre les enfants à l'école. C'est important. Et c'est là que je me suis rendu compte de la valeur de l'éducation et le renseignement. Pourquoi l'école, c'est important. Là, j'ai compris. Et, le camp, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un concept par centre. Par exemple, centre numéro 1, centre numéro 2, centre numéro 3. Le camp de Kalma, il est composé par 6 centres
chaque centre, il y a une école et un hôpital. Alors, après, quand j'ai vécu la guerre, et quand j'ai vu tout ce qui arrivait aux citoyens, j'ai compris qu'il y a dans une vie qu'il y a une justice. Et qu'est-ce qui nous ramène en justice? Les gens qui ont le pouvoir, ils utilisent le pouvoir à leur intérêt. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je connaissais mes droits, je peux demander mes droits, ça ne devrait pas arriver tout ce qui m'est arrivé. Donc, c'est un manque d'enseignement, d'éducation. Donc, c'est une fierté d'aller à l'école. Je me suis inscrit à l'école. C'est moi-même qui me suis inscrit à l'école. J'ai appris l'arabe au collège et après le lycée, je suis arrivé au bac. Après, quand je suis arrivé au bac, la situation s'est dégradée, ça devient très compliqué. C'est-à-dire, quand quelqu'un il part dehors de cette calme le camp de réfugiés, il est toujours menacé par le gouvernement. C'est un gouvernement qui donne les armes à un mouvement, lui il l'a appelé le force soutien rapide. La force soutien rapide, en arabe, ça se traduit à Wad Damaseri. Et lui donne les armes et viole tous les gens qui sortent de Kalmakam. Ma mère, il est sorti de Kalmakam pour aller chercher le bois. En fait, on n'a pas de gaz ou on n'a pas d'électricité pour faire de cuisine. Donc, nos mamans, ils partent dans une forêt pour chercher le bois et revenir faire de cuisine. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Ma mère, quand elle est partie pour chercher le bois, les Janjaouites, les milices soutenues par le gouvernement, ils ont tué ma maman, juste parce qu'elle est sortie. Il y avait plusieurs femmes qui sont avec, ils ont pu fuir, courir et se sauver, sauf ma maman, il n'a pas pu courir. Donc, ils ont assassiné par les armes. Je suis tout seul. À ce moment-là, j'ai un frère et une sœur. On n'a pas la même père, mais la même mère. Et on a une grand-mère qui reste toujours sur place. Elle n'a pas assez de force pour bouger, mais elle est là toujours pour nous soutenir. Après la mort de notre mère, on est avec une seule personne, c'est notre grand-mère. Donc on restait avec notre grand-mère. Voilà. Il y avait énormément de tristesse, de déception. C'est-à-dire, vous êtes né dans un pays, vous êtes citoyen. Vous avez les valeurs comme tout le monde, comme tous les humains. Et certaines ethnies, ils viennent vous tuer sans raison. Et les autres ethnies, ils font rien, ils vous regardent. Et c'est là que j'ai perdu l'espoir de vivre au Soudan. C'est là que je me suis dit, cette pays, je suis né dans une guerre, j'ai vécu dans une guerre, j'ai vu des gens qui sont morts en face de moi, j'ai vécu la pauvreté, j'ai vécu le maltraitant, j'ai vécu la faim, parfois il n'y a rien de manger. La politique du gouvernement est mise en place pour débarrasser tous les organismes qui aident les réfugiés. Le gouvernement il a décidé de le faire partir du Soudan. Ça, c'était en 2008. Et quand les organismes européens ils sont partis, il n'y a rien à manger. Et vous ne pourrez pas y aller dehors pour aller chercher quelque chose, sinon vous risquez d'être tué. Et si vous restez dans cette calme, il n'y a rien à manger. Donc, ça nous arrive parfois 2 jours ou 3 jours, tu ne trouves pas le manger, tu trouves un petit pain,
et tu restes comme ça. C'est la fin. On a une expression qu'on dit en arabe, Al-jou' huwa al-faqih. C'est-à-dire, la fin, c'est comme les personnes qui vous jugent, en fait, c'est lui qui vous contrôle. Parce que tes pensées, ça ne part pas aller plus loin. Et à cause de faim, que j'ai arrêté l'école. Je ne peux plus aller à l'école parce que je pars à l'école, j'ai faim, je ne peux pas manger. Et je reste dans la classe avec les élèves, ma tête elle est loin. J'ai du mal à concentrer. Mon niveau, il est réduit. Je n'ai pas la bonne note. Avant, j'avais de très bonnes notes. J'étais un meilleur élève dans une classe. Et ce n'était pas moi le tout seul. Il y avait plein comme moi. On a du mal à vivre. Je me suis dit, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je commence à aller, en fait, plus loin dans une ville où on y a là. Parfois, il faut que tu changes l'identité pour ton fort, parce que tu ne peux pas dire que je suis un fort et je vais travailler tranquillement comme ça. Non. Tu dis, par exemple, je suis telle ethnie et je viens de tel endroit. Là, vous pouvez travailler. Et là, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire les relations avec certaines personnes qui font le commerce de cosmétiques. Ils vivaient au Niala. Et je suis venu avec une autre identité. Je dis à monsieur, je vis au Calma. Et là, l'endroit, c'est pour les réfugiés. Je ne pourrais pas venir de tout le temps. Est-ce qu'on peut avoir une relation commerciale et vous me donnez des produits cosmétiques et je vends, après je vous donne votre argent. Il me disait, ok, pas de souci. Il me donne des produits cosmétiques, je vends et je leur redonne leur propre argent et le reste que j'ai gagné, ça me permet de vivre, de manger. Un jour que je suis venu au Niala, c'est là que le gouvernement il m'a attrapé. En fait, vous venez de Calma et en fait, vous êtes d'ethnie fort. Donc, vous êtes dangereux pour nous. Comment il a su? Comment ils ont su? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont venu comme ça, ils m'ont attrapé. Et ils m'ont tapé et je me souviens de ce moment, ils m'ont fait manger le terre. Ouais. Et la seule parole que j'ai entendue ce moment, c'est un truc racisme, c'est-à-dire vous n'êtes pas comme nous, il ne faut pas rester ici. Sinon, la prochaine fois, on vous tue. Là, je suis rentré au Calma. Là, je ne savais pas quoi faire. C'est compliqué de continuer le commerce. Et en plus, à chaque endroit où tu pars, vous êtes menacé. Et ce n'est pas la première fois que les gens qui me menacent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est là que je me suis dit, je ne peux pas rester dans ce pays jusqu'à quand je vais vivre comme ça. Est-ce que je veux vivre toute ma vie comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'endroit pour vivre? À partir de là, j'ai commencé à réfléchir, de sortir complètement du Soudan. C'est là que j'ai commencé à me mettre en question. Qui je suis? Pourquoi je suis là, dans cette terre? Alors, si c'est une question de religion, on est musulman, et l'islam, ils disent il ne faut pas tuer les personnes pour rien. Et là, dans un pays islamique, les gens tuent les gens pour rien. Et le gouvernement, il le courage. Et c'est lui qui est derrière tout ça. Quel type d'islam qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Je me posais beaucoup de questions. Et il y avait beaucoup de questions, mais il n'y avait pas de réponse. Mais le seul espoir que j'avais dans ma tête, vivre dans un monde qui te respecte, qui garde tes valeurs. Et voilà.
Je commence à penser à partir par le pays le plus proche de Darfour. On a Tchad, Libye, Centrafrique. Mais je me suis dit, je vais partir de ce pays. Le moment quand tout s'est calmé, je vais revenir vivre autant de citoyens. Mais seulement, je vais partir en Libye. Et là, je commence à poser des questions. Les gens qui sont autour de moi, est-ce que c'est possible d'y aller en Libye ou pas? Et les gens me disaient, oui, c'est possible, mais c'est pas comme ça que tu pars. Il faut que tu organises, que tu trouves quelqu'un qui vous aide, tout ça. Et il faut que tu trouves un argent. Je commence à travailler, encore retravailler. Je commence à fabriquer les briques pour construire certaines choses. Je me souviens, toute la journée, je travaillais. Ma journée, ça fait 100 centimes, je crois. Oui, la journée. 100 centimes la journée, je travaillais 3 mois. Et j'ai eu quelques argent. J'ai donné les personnes qui peuvent m'aider pour pouvoir aller dans un autre pays. Et au Libye, il y a l'oncle de mon ami qui est parti au Libye depuis des années 90. C'est mon pote qui me dit, si vous voulez aller en Libye, j'ai mon oncle qui va vous recevoir. Mais elle ne pourra pas vous aider financièrement. Mais si vous arrivez là-bas, elle peut te recevoir. OK. J'ai commencé à aller en Libye. En fait, il y a des camions qui déplacent des produits alimentaires de Niala au Facher. C'est la dernière ville frontière Soudan-Libye. Si vous voulez aller en Libye, si vous êtes au Niala, vous êtes obligé d'aller par Al-Facher. Donc, il y a des camions qui transportent des produits alimentaires. La personne qui travaille, il travaille autant de main-d'œuvre qui porte des produits, qu'ils mettent dans le camion et ils descendent. Et je lui parlais de ma situation. Il me dit, OK, vous me donnez l'argent et je vous transporte jusqu'à Al-Facher. Il a tenu sa promesse. C'est la seule personne que j'ai rencontrée qui a tenu sa promesse jusqu'à Al-Facher. Je suis arrivé à Al-Facher, je ne connais personne. J'ai trouvé quelqu'un avec des vêtements tout déchirés. On dirait, si vous le regardez, c'est une personne qui a perdu la tête, qui vit sur la rue. Et lui, j'ai posé une question, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Il me disait, fiche-moi le paix. Je lui ai dit, OK, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Et quand on a commencé à me discuter, il me disait, j'ai perdu 3 enfants. C'est la force rapide soutien qui tue tous les enfants. Et il a perdu l'espoir de vivre. Je lui ai dit, je viens de la même situation que vous, mais est-ce que vous pouvez m'aider autant d'oncles ou peut-être autant de citoyens? Il me disait, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, j'ai besoin de sortir de ce pays parce que j'en ai marre de mon âge et de vivre de guerre depuis l'enfance. Il me dit, OK, je connais quelqu'un qui vous aide. Et lui, il connaît quelqu'un qui travaille dans le trafic des humains. C'est-à-dire, c'est un réseau. Il cherche les jeunes de l'Afrique, Congo, Éthiopie, Érythrée, Soudan, toutes les nationalités, tu trouvais un peu partout, même certains Arabes aussi. Ouais. Il donne les promesses qui le ramènent jusqu'à de l'Europe. Moi, j'ai aucune idée sur ça. Il dit, OK, c'est promis, vous arrivez là-bas et en fait, tout est bien, tranquille, vous commencez à travailler, tout va bien, il n'y a pas de guerre, tout va bien. C'était 2014, c'était ça. Donc, je lui dis, je lui fais confiance. Mais la réalité, c'est pas comme ça. La réalité, je découvre la réalité après mon arrivée. Dès que je suis arrivé, ils m'ont mis directement en prison. Qui est-ce qui vous a mis là? C'est les Libyens, les citoyens libyens. Ce n'est pas tous les citoyens, mais les gens qui travaillent, qui donnent le gouvernement, surtout les armées, les généraux, tout ça. C'est eux qui organisent tout ça. Comme le commerce, comment dire, l'esclave. C'est-à-dire, vous payez l'argent et vous sortez. Si vous ne payez pas l'argent, vous restez. Une fois qu'on vous arrive, il y a des chaînes, ils vous mettent sur la chaîne. Ils vous font rentrer. La pièce
qui vous êtes là, ça fait à peu près, la longueur à peu près 20 mètres sur 100 mètres à peu près. Un seul porte et une seule fenêtre. Et là, il n'y a pas de lumière. 50 personnes, on était là. 50 personnes, et, il n'y a rien à manger. Ils te donnent un pain par jour, le matin et le soir. Tout le monde commence à se perdre mal à l'aise, tout ça, mais où il s'en fout. Et ils vous tapent avec des tubes, des situations insupportables. Quand vous arrivez là, les gens, ils ont blessé partout, pas de manger, pas de nourriture. Vous buvez de l'eau salée, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a que de l'eau salée. Parce que de l'eau potable, ça coûte plus cher que du carburant. Le carburant, c'est moins cher que de l'eau là-bas en Libye. Donc, il n'y a rien. Et, je me souviens, le premier jour quand je suis arrivé, en totalité, il y avait à peu près 50 personnes. Il y avait 100 personnes qui sont restées depuis longtemps et leurs familles n'ont pas l'argent pour l'envoyer, qui sort de la prison. Ils gardent l'espace. Donc, les gens qui gardent les humains, ils ont chauffé le plastique. Le plastique, quand tu le chauffes, ça devient liquide. Donc, ils mettent sur le dos des personnes qui ne payent pas l'argent. Et il montre tout le monde, il me dit, regarde, les gens, tous qui sont là, qui ne payent pas, leur famille qui ne paye pas l'argent, ça sera la même chose. Votre tour, ça arrive. Je paniquais. Je me suis dit, je viens de sortir dans un pays que j'ai vécu de guerre depuis l'enfance, la misère. Et là, je me suis dit, je suis venu ici avec un grand espoir de vivre dans un paix et jusqu'à ce que notre pays se répare. Et là, je le vois, c'est pire que de chez moi. Mais il y a des endroits, les autres, il y a beaucoup d'endroits comme celle-là. Et quelqu'un qui m'a parlé, il me disait, c'est érythréen. Il me disait, nous, on était 3 personnes. Moi, personnel, ils m'ont mis ici. Et mes amis on est arrivé en même temps, ils sont pas loin de cette prison. Et chaque personne, il demande l'argent à 800 dinars. 3 jours après, l'oncle de mon pote, de mon ami, finalement, il a répondu. Il a dit, vous êtes M. Ousmane? Oui. Vous êtes venu de la part de M. Bakar? Je lui ai dit, oui, c'est moi. Le trafic des humains, il disait, si vous voulez qu'on libère ces personnes-là, il faut payer 800 dinars. 800 dinars, c'est à peu près, à l'époque, 500 dollars. Moi, je n'avais pas cette somme-là. Du coup, qu'est-ce qui se passait? L'oncle, il le promet de donner l'argent à condition qu'il me ramène dans une autre ville. Dans une ville qui s'appelle Benghazi, ils m'ont mis dans un pick-up avec des vitres invisibles. Vous êtes à l'intérieur, vous regardez les gens, mais les gens qui sont dehors, extérieurs, vous ne pouvez pas regarder. Ils m'ont mis là-bas. Vous traversez à peu près 50 km. Il y a une barrière. Chaque 50 km, quand il y a des barrières, il y a des soldats, il y a des armes. Ils vous arrêtent, ils vous fouillent. Il n'y a rien à vous faire. C'est la routine pour le citoyen, ça se passe comme ça. Mais quand vous êtes étranger et vous venez tout seul, ils vont vous attraper, vous mettre en prison, vous payez pour sortir. Mais nous, quand on arrive, il n'y a personne qui fouille la voiture. Ok, passe. Parce qu'ils sont tous en communication. Et là, je suis arrivé, il y a plein de Soudanais dans un endroit. Ils vivaient à peu près 20 personnes dans un meuble. Ils ont loué un meuble pour vivre et travailler. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, vous savez, monsieur, vous m'avez libéré, vous avez payé pour moi 800 dinars pour que je sois là. Là, actuellement, je n'ai pas l'argent, mais je vais travailler pour vous donner. Il m'a dit, ok, pas de souci, vous travaillez et vous me donnez. C'était 2014, à la fin de 2014. Je commençais à aller au travail. La situation commence aussi en Libye à dégrader parce que si vous êtes étranger et vous êtes en train de marcher sur la route, toujours il y a des gens qui le trafic des humains. C'est leur travail en fait. Donc ils vous attrapent et vous mettent en prison. Et là, vos familles vous cherchez l'argent pour sortir.
Et j'ai trouvé plein de monde qui sont coincés, qui n'ont pas l'argent. Ils ont mis en prison et il appelle quelqu'un, il le sort. Et après, pour travailler, pour rembourser l'argent qu'il a payé, ça coûte des années. Mais ça m'a pris, moi personnellement, ça m'a pris depuis 2014 jusqu'à 2016. Je commençais par être maçon. Il y a des Libyens qui nous appellent, Monsieur Ousmane, j'ai un mur pour monter ou j'ai un nouveau bâtiment. Est-ce que vous pouvez venir travailler? Ok. Ils nous appellent, moi j'engage quelqu'un, aide maçon. J'ai acheté mes outils. On travaille. On travaille pour la personne, mais elle te donne l'argent complète. C'est-à-dire, vous êtes mis d'accord en contrat que vous finissez votre travail, cette mur-là, pour vous donner 200 dinars. Une fois que vous avez fini votre travail, il vous donne 50 dinars. Et 150 dinars, il n'est plus là. Et vous ne pouvez pas dire pourquoi vous ne donnez pas, parce que d'un coup, ils peuvent vous mettre en prison. Et là, pour le bouger, les personnes qui m'aident, je n'ai pas l'argent pour lui donner. On travaille pour rien. Et j'essaie de gagner un peu plus d'argent. Je commence à penser, en fait, là aussi, je ne peux pas vivre. Et là, chez moi, je ne peux pas retourner. Donc, la meilleure solution, c'est de trouver un pays plus calme que ça. Je commence à penser des gens qui viennent en Europe, mais la moitié sont morts dans la mer Méditerranée. Est-ce que je veux mourir? J'ai connu énormément des amis. Ils ont décidé de traverser la mer Méditerranée pour chercher la paix. Sauf que la plupart, ce que j'ai connu, en disant 60% des gens qui sont morts sur la mer Méditerranée. À chaque jour, quand on regarde sur la télé ou soit on contacte quelqu'un, est-ce que tel monsieur qui était là dans un quartier là, est-ce qu'il est arrivé en Europe? Il dit non, le monsieur il est décédé la semaine dernière. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je reste ici, travailler, et en fait, on ne me paye rien, et en plus c'est risqué? Est-ce que je rentre chez moi au Soudan et vivre sous la menace et la guerre? Ou est-ce que je choisis la mer Méditerranée, soit je mors, soit je traverse? À la fin, je finis par prendre la décision de venir en Europe. Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et à liker. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit d'Ousmane.